Chapitre 3. C'était une montre de plongée avec un cadran noir, un bracelet fluo vert et un nombre impressionnant de fonctions, un tachéomètre, une lunette tournante indiquant l'heure dans le monde, une autre pour mesurer le temps, une calculatrice. C'était une montre très large, démesurée pour le poignet d'Antoine. Mais c'est justement ça qui lui plaisait. Pour avoir l'autorisation de l'acheter, il avait dû harceler sa mère pendant des semaines et ne l'avait obtenue qu'en échange d'un tas de promesses et d'engagements divers et au terme d'une leçon de morale sur les concepts d'épargne, de nécessité, de futilité, de gestion du désir et quelques autres notions assez obscures pour lui que sa mère trouvait dans les magazines, dans les articles consacrés à l'enfance et à l'éducation. Comment allait-il s'expliquer sur la disparition soudaine de cette montre ? Parce que sa mère allait s'en inquiéter à coup sûr. Pour ces choses-là, elle avait un œil infaillible. Devait-il retourner sur ses pas ? Où pouvait-il l'avoir perdue ? Peut-être était-elle tombée dans la fosse, sous le grand être ? Et s'il l'avait perdue sur le chemin de retour ? Sur la route peut-être même ? Serait-ce une preuve contre lui si quelqu'un la trouvait ? Pire, est-ce que ça n'allait pas carrément guider les recherches et mener tout droit vers lui ? Perturbé par ces questions, Antoine ne s'aperçut pas immédiatement qu'il régnait une activité anormale dans le jardin des Desmettes. Une certaine effervescence agitait un groupe de 7 ou 8 personnes. Des femmes, pour l'essentiel. L'épicière, qu'on ne voyait jamais dans sa boutique, Madame Kernevel, Claudine, et même la vieille Madame Antonetti, maigre jusqu'à l'évanescence, qui chevrotait et plantait dans votre regard ses yeux bleus de sorcière et avec ça, méchante comme une teigne. Cet essaim masquait la silhouette de Madame Desmettes, dont on ne percevait que faiblement la voix un peu nasillarde. Elle était enrhumée d'un bout à l'autre de l'année. L'allergie à la sueur, assurait-elle toujours d'un ton docte. Dans un pays pareil, qu'est-ce que vous voulez faire ? Elle laissait alors retomber ses bras, ses mains claquer sur ses cuisses avec un bruit de gifle pour souligner la fatalité à laquelle elle était condamnée. Lorsqu'il vit cette agitation dans le jardin, Antoine ralentit. Il entendit derrière lui des pas précipités. C'était Émilie. Elle arrivait à sa hauteur, tout essoufflée, lorsqu'une voix s'écria. « Tiens, le voilà, voilà Antoine !» Jouant des coudes, Madame Desmettes quittait le jardin, son mouchoir à la main, et courait vers lui. Le groupe entier se précipita à sa suite. « Sais-tu où est Rémi ?» demanda-t-elle précipitamment. Il comprit à l'instant même que jamais il ne parviendrait à mentir. La gorge serrée, il hocha la tête. « Non. »« Alors ?» lâcha Madame Desmettes. Ce seul mot prononcé d'une voix étranglée était chargé d'une telle angoisse qu'Antoine faillit éclater en sanglots. Ce n'est qu'à l'intervention de l'épicière qu'il dut de se retenir. « Il n'était pas avec toi ?» Il avala sa salive, regarda autour de lui, son regard tomba sur Émilie qui, arrêtée dans son élan vers Antoine, suivait cette scène avec une grande curiosité. Il parvint à répondre d'une voix basse. « Non. » Il était près de s'effondrer lorsque l'épicière reprit. « Où l'as-tu vu pour la dernière fois ?» Il s'apprêtait à dire qu'il ne l'avait pas vu de la journée. Le visage blanc comme un linge, il désigna vaguement le jardin. Les commentaires repartirent de plus belle. « Mais enfin, s'écria l'épicière, il ne s'est quand même pas volatilisé, cet enfant. Si elle avait traversé le quartier, on l'aurait vu. Allez savoir. » Madame Desmettes continuait de fixer Antoine. Mais elle donnait plutôt l'impression de regarder à travers lui et de prendre réellement conscience de ce qui était en train de se passer. Sa lèvre inférieure pendait, son regard était figé, son accablement atteignit Antoine en plein cœur. Il pivota lentement et, sans même regarder Émilie, se dirigea vers chez lui. Avant d'ouvrir la porte, il se retourna. Il trouva à Madame Desmettes une curieuse ressemblance avec la femme de M. Préville, qui échappait parfois à la vigilance de sa garde-malade et qu'on retrouvait à garde dans la rue, à hurler après sa fille unique qui était morte depuis plus de 15 ans. À côté du spectacle de ce malheur, de cet accablement, la blondeur d'Émilie, sa fraîcheur, faisaient un contraste douloureux. En entrant chez lui, Antoine ressentit un soulagement. Dans le salon, le sapin de Noël tout enguirlandé scintillait, comme une enseigne de magasin. Il avait menti, et on l'avait cru. Était-il tiré d'affaire pour autant ? Et cette montre ?
Sa mère n'était pas encore à la maison, mais elle n'allait pas tarder. Il grimpa à l'étage, ôta sa chemise, la roula en boule et la glissa sous son matelas. Il enfila un t-shirt propre, s'approcha de la fenêtre, écarta très légèrement le rideau, et il aperçut dans la rue la lourde carcasse de M. Desmet, qui rentrait de l'usine et qui avançait en direction du jardin où le petit groupe était revenu. Il dégageait une telle puissance, une telle brutalité qu'Antoine recula. La seule idée de se trouver en présence de cet homme lui tordait le ventre. Une nausée le saisit. Il plaqua sa main sur sa bouche, n'eut que le temps de courir aux toilettes et de se pencher. Il finirait par trouver le corps de Rémi, et il reviendrait lui poser des questions. Il alla jusqu'à sa chambre, les jambes lui manquèrent. Il tomba à genoux. Dans moins d'une heure, peut-être, si l'on ramassait sa montre sur le chemin, l'on s'apercevait qu'il avait menti. Une brigade de gendarmerie cernerait la maison pour l'empêcher de s'enfuir. On investirait les lieux. Ils seraient 3, 4 même, armés. Ils monteraient lentement l'escalier, le dos au mur, tandis qu'au mégaphone, dehors, on lui intimerait l'ordre de se rendre, de descendre les mains en l'air. Il ne pourrait pas se défendre. On lui passerait aussitôt les menottes. « C'est toi qui as tué Rémi ? Où as-tu caché le corps ?» Peut-être qu'on lui couvrirait la tête pour ne pas l'humilier. Il passerait devant sa mère, effondré au rez-de-chaussée, qui répéterait « Antoine, Antoine, Antoine ». Dans la rue, toute la ville serait rassemblée. Il y aurait des cris, des hurlements. « Salaud! Assassin! Tueur d'enfants !» Les gendarmes le pousseraient vers la camionnette. Mais M. Desmet surgirait cet instant. D'un geste, il arracherait la veste jetée sur sa tête pour qu'Antoine le voie serrer son fusil à hauteur de la hanche et tirer. Antoine ressentit une douleur affreuse au ventre. Il eut envie de retourner aux toilettes, mais il resta là, agenouillé sur le plancher de sa chambre terrassée. Il venait d'entendre une voix. « Antoine, tu es là ?»« Vite, donnez le change. » Il se releva, alla s'asseoir à son bureau. Déjà, sa mère était là, dans l'encadrement de la porte, inquiète. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Chez Bernadette, il y a tout un remue-ménage. Il fit une mimique d'impuissance. Je sais pas. Mais il avait été interrogé par Madame Desmet. Il ne pouvait pas ignorer ce qui se passait. « C'est Rémi, on le cherche. »« Ah bon ? On ne sait pas où il est ?» C'était bien sa mère, ça. Si on le cherche, maman, c'est qu'on ne sait pas où il est, sinon on ne le chercherait pas. Et Madame Courtin n'écoutait pas. Elle s'était avancée jusqu'à la fenêtre. Antoine se plaça derrière elle. Il y avait davantage de monde dans le jardin depuis que M. Desmet était arrivé. Ses copains du café, des collègues de chez Weisser. Des nuages d'un gris acier roulaient dans un ciel assombri. Sous cette lumière crépusculaire, ces gens assemblés autour de M. Desmet apparurent à Antoine comme une meute. Il fut parcouru d'un frisson. « Tu as froid ?» demanda sa mère. Antoine esquissa un geste d'impatience. En bas, tous les regards venaient de se tourner vers le maire qui entrait dans le jardin. Madame Courtin ouvrit la fenêtre. « Attendez, attendez !» disait M. Weisser, qui répétait souvent ces mots. Il avait une main largement ouverte devant la poitrine de M. Desmet. « On ne dérange pas les gendarmes comme ça. »« Quoi ? Comme ça ?» hurla M. Desmet. « Parce que mon fils qui a disparu, c'est rien pour vous. »« Disparu. Parce que vous savez où il est, vous ? Un garçon de 6 ans que personne n'a vu depuis, quoi ?» Il consulta sa montre, fit son calcul en fronçant les sourcils. « Près de 3 heures. Il n'a pas disparu pour vous. » « Bon, où l'a-t-on vu pour la dernière fois, cet enfant ?» demanda M. Weisser, qui tentait visiblement d'être constructif. « Il a fait un bout de chemin avec son père, hein, Roger ?» dit Mme Desmet, d'une voix vibrante. M. Desmet approuva. Il rentrait chez lui le midi et lorsqu'il repartait à l'usine, il n'était pas rare que Rémi fasse quelques pas avec lui, après quoi l'enfant retournait tranquillement à la maison. « Et où étiez-vous quand il a fait demi-tour ?» interrogea le maire. On le sentait bien, ça ne plaisait pas trop à M. Desmet que le directeur de l'usine, qui l'employait, s'érige ainsi en questionneur. Allait-il maintenant lui donner des ordres sur la manière de tenir sa famille ? Il y avait de la colère à peine retenue dans sa réponse. « Plutôt que vous, c'est pas les gendarmes qui devraient se mettre au boulot ?» Il faisait une tête de plus que le maire. Et il s'était approché très près de lui pour le dominer davantage encore.
Il parlait d'une voix de stentor, et M. Weisser faisait un effort visible pour ne pas céder de terrain. Il en allait de son autorité, de sa dignité. Les femmes s'étaient reculées, les hommes s'étaient rapprochés. Il était en quelque sorte cerné. Tous étaient ouvriers, pères ou frères d'ouvriers, de l'usine de M. Weisser. Cette confrontation inattendue réveillait chez quelques-uns la menace de chômage qui pesait sourdement sur tous. En M. Desmet, on ne savait plus très bien qui était le plus courroucé, le père de Rémy ou l'ouvrier. Peu sensible au débat qui opposait M. Desmet au maire de Beauval, Mme Kernevel avait choisi de prendre l'initiative. Elle était rentrée chez elle et elle avait décroché son téléphone. L'arrivée des gendarmes était plus que Mme Courtin ne pouvait en supporter. Elle se précipita dehors. D'autres voisins aussi s'étaient approchés. Les passants s'étaient arrêtés. Les absents avaient été appelés, ceux qui ne pouvaient pas entrer dans le jardin des Desmet campaient dans la rue. Toute cette petite foule grouillait, parlait et s'interpellait. Mais les échanges se faisaient à voix basse, on murmurait. Le bruissement avait une tonalité grave et préoccupée. Antoine était obnubilé par la camionnette de la gendarmerie. Elle passait souvent en ville. On connaissait le visage des gendarmes. Ils s'arrêtaient volontiers au café, ne prenaient ostensiblement que des boissons sans alcool et tenaient à payer leur consommation. Ils intervenaient parfois pour des altercations, la remise de documents officiels. Leur arrivée était toujours un petit événement. On se demandait qui était en cause, et si la camionnette ne stoppait pas trop loin, on s'approchait volontiers. Antoine ne connaissait pas les grades et trouva que le chef était bien jeune. Il se sentit curieusement rassuré. Les 3 gendarmes écartèrent la foule pour pénétrer dans le jardin. Le chef interrogea brièvement Mme Desmet, tandis qu'il écoutait sa réponse, en tendant l'oreille. Il lui avait saisi le bras et la forçait à rentrer chez elle. M. Desmet suivait en se retournant vers le maire, qui, à son tour, tentait de suivre le groupe. Puis tout le monde disparut. La porte se ferma. La petite foule se scinda en plusieurs groupes, par affinité. Les ouvriers de chez Weisser, les gens du quartier qui se connaissaient, les parents d'élèves. Personne n'esquissa le moindre mouvement de repli. Antoine remarqua que l'ambiance avait changé. L'arrivée des forces de l'ordre avait élevé la petite circonstance au rang d'un véritable événement. Il ne s'agissait plus d'un accident isolé, mais de quelque chose qui concernait la collectivité. Antoine le ressentit. Les voix plus tempérées, les interrogations plus anxieuses, tout cela prenait à ses yeux, parce qu'il était concerné, un tour plus menaçant. Il ferma la fenêtre précipitamment. Il devait retourner aux toilettes. Il s'assit sur la cuvette, se plia en deux, mais rien ne venait. Il avait le ventre embouilli, saisi de spasmes terriblement douloureux. Il plaqua ses bras serrés contre. Il entendit du bruit. La douleur cessa brutalement. Il leva la tête. Il pensa à ce cerf qu'il avait surpris une fois en forêt, dressé sur ses pattes, qui tournait lentement la tête, le museau en l'air, pour essayer d'entendre ce qu'il ne pouvait voir. Il avait senti la présence d'Antoine, et à l'instant même, s'était transformé en une bête traquée, nerveuse, tendue. Antoine comprit immédiatement que sa mère n'était pas seule. Il y avait des bruits de voix d'hommes. Il se releva et, sans même refermer la ceinture de son jean, fila dans sa chambre. « Je vais vous le chercher », disait sa mère, qui avait déjà commencé à monter l'escalier. Antoine recula le plus loin possible de la porte. Il fallait prendre une contenance. Mais il n'en eut pas le temps. « Ce sont les gendarmes », dit sa mère en entrant. « Ils veulent te parler. » Son ton n'avait rien d'inquiet. Antoine y perçut même une sorte de gourmandise. Son fils, et donc elle, était l'objet de l'intérêt des autorités. On les consultait. Ils avaient leur mot à dire. Ils avaient de l'importance. « Me parler ? » ?»« De quoi ?» demanda Antoine. « De Rémy, voyons. » Madame Courtin était presque choquée par la question d'Antoine. Mais tous deux furent plus déstabilisés encore par l'arrivée du gendarme. « Vous permettez ?» Il entra dans la chambre, lentement, mais avec autorité. Antoine aurait été incapable de lui donner un âge. Il était en tout cas moins jeune que vu du jardin. Il se contenta de regarder le garçon avec un sourire confiant, passa rapidement en revue le contenu de la pièce, s'approcha et s'agenouilla devant lui. Il avait des joues parfaitement rasées, des yeux vifs et pénétrants d'assez grandes oreilles. « Dis-moi, Antoine,
connais Rémi Desmet, n'est-ce pas? Antoine avala sa salive et répondit affirmativement d'un signe de tête. Le gendarme avança la main vers son épaule, mais s'arrêta en chemin. Ne crains rien, Antoine. Je veux juste savoir quand tu l'as vu pour la dernière fois. Antoine leva les yeux et vit sa mère à la porte de la chambre qui assistait à la scène avec un air de satisfaction, presque de fierté. « C'est moi qu'il faut regarder, Antoine. Réponds-moi. » La voix n'était plus la même, plus ferme. Il voulait une réponse, à laquelle Antoine n'avait pas réellement réfléchi. Ça avait été plus facile avec Madame Desmet. Pour trouver du courage, il se tourna vers la fenêtre. Dans le jardin, parvint-il à articuler. Là, dans le jardin. Quelle heure était-il? Antoine trouva un encouragement dans le fait que sa voix n'avait pas tremblé excessivement, pas plus que ne devait trembler celle de n'importe quel garçon de 12 ans interrogé par un gendarme. Il chercha. Qu'est-ce qu'avait dit Madame Desmet tout à l'heure? Vers 1h30 par là. Bien. Et qu'est-ce qu'il faisait dans le jardin, Rémi? La réponse fusa. Il regardait le sac avec le chien. Le gendarme fronça les sourcils. Antoine comprenait bien que, sans explication, sa réponse n'était pas claire. C'est son père, à Rémi. Hier, il a tué son chien, il l'a mis dans un sac poubelle. Le gendarme sourit. Eh ben dis-moi, il s'en passe des choses à Beauval. Mais Antoine n'était pas d'humeur à plaisanter. D'accord, reprit le gendarme. Et il est où, ce sac poubelle? Là, dit-il en désignant la fenêtre. Dans le jardin, avec les gravats. Il l'a tué d'un coup de fusil, il l'a mis dans un sac poubelle. Et donc, Rémi était dans le jardin et il regardait le sac poubelle, c'est ça? Oui, il pleurait. Le gendarme pinça les lèvres. Bah oui, je comprends ça. Et ensuite, tu ne l'as pas revu? Non, de la tête. Le gendarme l'a fixé. Les lèvres plissées, concentrées sur ce qu'il venait d'entendre. Et tu n'as pas vu une voiture s'arrêter ou quelque chose comme ça? Non. Je veux dire, rien d'anormal. Non. Bien. Le gendarme claqua ses mains sur ses genoux. Bon, ce n'est pas le tout. Merci Antoine, ça va bien nous aider. Il se leva. En sortant, il fit un petit signe à Madame Courtin qui s'apprêtait à le suivre dans l'escalier. Ah oui, dis-moi Antoine. Il s'était arrêté sur le pas de la porte, s'était retourné. Quand tu l'as vu, là, dans le jardin, toi, tu allais où? Réponse réflexe, allaitant. Antoine sentit à quel point il avait répondu vite, trop vite. Il répéta alors plus calmement. J'ai été allaitant. Le gendarme opina. Allaitant. Ok. D'accord.